Rappelez-vous, en 2017, Toyota sortait une voiture hors du commun au niveau du style. Eh bien, 840 000 exemplaires vendus après, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le tout nouveau Toyota CHR, donc de deuxième génération, avec un style audacieux, c'est comme ça qu'on dit chez Toyota, en tout cas, avec des lignes toujours très tendues. C'est vraiment disruptif au sein même de la marque. Au niveau de la face avant, vous voyez ici les projecteurs qui sont entre le capot et la calandre à l'avant. Ce sont des projecteurs full LED et ce, quel que soit le niveau de finition. On retrouve également ici à l'avant et jusque aux arches de roue des capteurs qui vont vous aider notamment à vous garer. Il y a également un petit peu déporté juste ici une caméra pour un système global à 360 degrés, un radar, et puis intégré au sein du bouclier avant, ici, les anti-brouillard. C'est une face avant assez compacte, mais que je trouve vraiment très jolie, très futuriste, toujours très futuriste, comme ça avait déjà été le cas en 2017, donc ils ne vont pas changer une recette gagnante. Et je vous propose maintenant qu'on s'attaque au flanc du véhicule. Au niveau des dimensions de ce nouveau CHR, on sera sur 4,36 m de long, 1,83 m de large et 1,55 m de haut. On poursuit donc avec ici des jantes de 19 pouces, ça peut être au maximum de 20. Les rétroviseurs sont bien entendu électriques et rabattables électriquement. Ils intègrent également le Bliss ou le BSM, ça dépend un petit peu de comment on l'appelle. Bref, l'alerte d'angle mort. Ici, à l'aplomb, vous avez une caméra. On poursuit avec, déjà ici, vous le voyez, une ligne de portière en Y. Les poignées sont affleurantes sur ce modèle. C'est une première chez Toyota. Mais ce que je n'aime pas beaucoup, c'est un petit peu le son que ça fait quand ça se rétracte. Bon, c'est du détail. On poursuit avec au-dessus un toit en verre, un toit panoramique, sans vélum, sans store occultant. Pour autant, ça filtre plus de 99% des UV, donc aucun problème en plein été, vous n'allez pas cuire à l'intérieur. Le vitrage à l'arrière, il est comme souvent surteinté. Et puis, on arrive tout doucement ici sur un arrière, encore une fois, marqué par des lignes très tendues, un aileron assez discret, et puis une vitre arrière très inclinée. Et d'ailleurs, ça ne va pas aider à voir correctement à l'intérieur, mais il y a quand même une petite solution grâce à une deuxième caméra et on va voir ça après à l'intérieur. La contenance du réservoir est de 43 litres et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. Il ne vous aura peut-être pas échappé que ce véhicule est un Biton, toit noir, carrosserie gris-argent. C'est l'une des deux couleurs avec le jaune sulfure qui sont inaugurées sur cette deuxième génération de CHR, disponible uniquement en finition Biton. Je vous parlais il y a un instant de la vitre arrière qui en fait va se fondre au sein des optiques. Il n'y a pas vraiment de délimitation. Optique évidemment à LED avec ici au centre vous voyez Toyota CHR, donc la marque et le nom du modèle inscrit en toutes lettres. En dessous il y a une double caméra, une qui va s'activer lorsque l'on enclenchera la marche arrière et l'autre qui va s'enclencher simplement lorsque l'on va tirer le rétroviseur intérieur vers soi. Et puis, bien entendu, également présent les capteurs. Et ici, vous voyez HEV, ce qui signifie que c'est un modèle hybride. Le CHR est disponible en 1,8 litre 140 chevaux, en 2 litres 200 chevaux, toujours en 2 litres 200 chevaux, mais cette fois-ci en 4 roues motrices, grâce à un moteur électrique placé sur l'essieu arrière. Et enfin, et ça c'est une nouveauté, il est disponible également en PHEV 225, c'est-à-dire en plug-in hybride. Donc là, on va pouvoir le recharger par exemple à domicile ou sur son lieu de travail avec une autonomie en tout électrique allant jusqu'à 66 km. C'est plutôt pas mal. Allez, on passe maintenant à l'intérieur.
L'un des points essentiels, c'est moins de poids, l'utilisation de matériaux durables, donc recyclés. Sur la portière, ici, il y a un liseré coloré, un liseré LED. Commande pour les rétroviseurs, le verrouillage, les 4 vitres électriques, un rangement en dessous. Et juste ici, eh bien, vous avez 2 profils de sièges différents. Sièges qui maintiennent extrêmement bien, surtout en virage. Siège électrique comme vous le voyez ici, mais uniquement pour le conducteur. Le tissu synthétique est issu de matériaux recyclés. Petit focus également sur le toit panneau. Ici vous avez une très belle buse d'aération. Commande pour l'effet automatique, l'ouverture ou la fermeture du haillon, la trappe à carburant, les commodos liés aux essuie-glaces et au feu. On va s'installer à bord, on va prendre un petit peu de hauteur, avec ici un pare-soleil qui, lorsque vous ouvrez le miroir, déclenche automatiquement la lumière de plafonnier. Vous le verrez peut-être ici, on a l'affichage tête haute. Et puis aussi, ce qui était important pour Toyota, c'est qu'en fait, ils ont voulu un concept d'aile qui associe en fait la fine planche de bord horizontale que vous voyez ici au panneau de porte et à la console centrale pour essayer de faire quelque chose d'harmonisé, d'uniforme. Le volant donc multifonction, évidemment. On va essayer de le régler. Donc il se règle en hauteur et en profondeur. En dessous de l'affichage tête haute, on arrive sur un compteur numérique de 12,3 pouces avec 4 thèmes décontractés, intelligents, extrêmes ou sportifs et 3 dispositions différentes. Alors par exemple en bas à gauche vous voyez Ready en vert, ça veut dire que le véhicule est sous tension. Et puis EV mode et EV, donc là on est en tout électrique et on a même forcé la batterie à faire en sorte que le véhicule reste en tout électrique. Alors évidemment charge, éco et power vont s'animer lorsque l'on va rouler. P au milieu, le P au milieu en dessous du 0 signifie qu'on est en frein de parking. Eco, c'est le mode. Il y a 4 modes différents que je vais vous montrer tout de suite. Eco, normal, sport et custom. Donc là, on va pouvoir gérer 3 paramètres différents. On va revenir en éco. Ici, vous avez également la surveillance de l'attention du conducteur. À droite, le commodo lié aux essuie-glaces. Et puis sur le volant, vous avez donc retour en arrière, le téléphone en Bluetooth, la navigation dans les menus, différents menus qui sont donc devant vous, sur ce compteur numérique, le volume, la commande vocale, et puis à droite, activer ou désactiver le régulateur de vitesse, le maintien dans la voie, la vitesse, et puis le régulateur de vitesse, il est adaptatif, donc vous allez pouvoir gérer, comme vous le voyez ici, la distance avec le véhicule qui vous précède. Mode, ce sera principalement la source sonore, et là on va pouvoir par exemple changer la chanson ou la station de radio. Volant qui n'est pas en cuir, mais la sensation est sensiblement identique. On arrive sur cet écran qui, en fonction des versions, peut être de 8 ou 12,3 pouces, compatible, comme vous le voyez, Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On va revenir au menu du véhicule, voilà, avec donc les paramètres généraux. C'est assez facile de naviguer. Il n'y a pas des menus, des sous-menus, des sous... Non, c'est vraiment simple. Ici, le navigateur s'il y a besoin. Les informations liées à la voiture. Donc, par exemple, typiquement, la consommation. Ensuite, on peut personnaliser également certaines choses. Par exemple, le mode de conduite, j'en parlais il y a un instant. En custom, voilà, vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez comme style de conduite. La direction du volant, si elle est sportive ou normale, et même la climatisation.
Alors, hop, véhicule, le téléphone en Bluetooth. Hop, ici, on sera sur les sources sonores. Et puis, bien entendu, la navigation intégrée ou alors on peut opter directement pour Google Maps et voilà. C'est beaucoup plus réactif que la génération précédente. Bon, vous me direz, c'était pas compliqué et heureusement que c'est beaucoup mieux. En dessous, vous avez également des raccourcis en plus de celui sur le volant pour le volume. Vous pouvez également simplement désactiver l'audio, par exemple. En dessous, vous avez deux grilles d'aération, le bouton warning assez grand, le démarrage et l'extinction du véhicule. Alors ici, vous avez par exemple la clim automatique et je ne sais pas si vous le verrez, mais il est indiqué ici Nanoe X. C'est une technologie qui en fait va purifier l'air, éliminer les allergies, réduire les odeurs et même favoriser l'hydratation de la peau. Au-dessus, vous avez les commandes, la commande pour les sièges chauffants sur 3 niveaux, le désembuage, on coupe la clim, on va la remettre en choisissant la puissance de ventilation, les modes éco ou alors si on veut quelque chose de très rapide ou d'intermédiaire, recyclage où on fait rentrer de l'air directement depuis l'extérieur, les zones. Et puis, c'est évidemment une clim bizone, donc on va pouvoir choisir également une température pour le passager. La clim, et si on veut que les deux températures soient synchronisées, il suffit d'appuyer là-dessus. Et évidemment, le siège passager est également chauffant sur 3 niveaux. En dessous, vous avez 3 commandes, View, l'assistance au parking, et ça c'est pas une commande mais une prise USB-C. Donc si on clique ici, je vous montre ce qui se passe sur l'écran, voilà. Donc il faut boucler sa ceinture et en fait ça va vous aider à faire une manœuvre en marche avant, arrière ou perpendiculaire parallèle. Vous allez aussi pouvoir gérer certains paramètres de la caméra. Alors cancel, oui, on va annuler. Je reviens sur la commande View et là vous allez avoir en fait très simplement différentes vues du véhicule. Voilà, à 360 degrés, même ça c'est ce qu'on appelle une vue drone par exemple. Et à propos de vue caméra, j'en profite pour activer la marche arrière, comme ça voilà, vous voyez un petit peu le rendu, avec les lignes de guidage, si on tourne par exemple, c'est super pratique. Je vais me remettre en frein de parking et je prends un tout petit peu de hauteur, parce que le rétroviseur propose également une vision à l'arrière, mais qui là est un petit peu cramé par le soleil. On peut aussi choisir la luminosité et certains paramètres d'affichage au sein même du rétroviseur. Alors je vais le remettre normalement. Ici vous avez donc les lumières de plafonnier classiques, le bouton e-call ou le bouton SOS. Pas évident à vous montrer avec le soleil à l'extérieur, soit. On va revenir sous ces deux commandes, donc avec la prise USB-C, je l'ai dit il y a un instant. Vous avez ici un chargeur par induction qui est très pratique. Un petit rangement également encore à droite. Un porte-gobelet. Le tout petit sélecteur de vitesse, mais qui est extrêmement pratique. Parking, marche arrière, le neutre, D drive, donc on va aller en avant. Et puis le B, ça va optimiser la récupération de l'énergie, principalement au freinage ou en descente. Lorsque la batterie est pleine, ça va faire quand même un petit peu de bruit au sein de l'habitacle, mais dites-vous que ça va vous permettre d'économiser disques et plaquettes de frein sur le long terme. Ensuite, les modes de conduite, eh bien, ils se choisissent simplement ici. Et puis, vous pouvez enlever le SP, activer le frein à main automatique, ça c'est très pratique, même si en boîte automatique, le véhicule il va rarement reculer tout seul. Le frein de parking, et puis EV, donc là je vais vous remontrer, voilà, ça va forcer le mode électrique, mais attention, ce n'est disponible qu'à certaines conditions, il faut évidemment que la batterie soit bien chargée, et surtout ça sera principalement en ville, donc à des allures assez modérées, je dirais, en dessous de 50 km/h. Et puis ici, vous avez sous la coudoir centrale un rangement avec ce qu'on pourrait qualifier d'un petit élément pour mettre une carte par exemple. Et puis, alors vous pouvez mettre des drones, des lunettes, etc. Vous avez également ici une prise allume-cigare et juste à droite une prise USB-C. Vous le voyez au niveau du rangement, eh bien, il y a un plateau supplémentaire au-dessus de la boîte à gants. Boîte à gants, je dirais
Ouais, quand même, on peut mettre pas mal de choses dedans. Assez vaste. Et puis, je reviens brièvement sur les sièges, puisque donc le revêtement est synthétique et fabriqué à partir de bouteilles recyclées. Tout comme les tapis d'ailleurs. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. Alors, sans modifier ma position de conduite, quid de l'espace à l'arrière. Bon, au niveau de l'accessibilité, il faudra faire attention dans ces mouvements quand même, hein. Il ne faudra pas aller trop vite. Ensuite, au niveau des jambes, vous le voyez, il me reste ça. Au niveau de la tête, j'ai ça également, donc ça va, c'est suffisant. J'ai aucune visibilité vraiment droit devant, par exemple, entre l'appui-tête et la structure du siège, parce que tout est quasiment d'un seul tenant. On va fermer la portière, qui intègre ici, vous le voyez, un porte-gobelet. Alors, vitre teintée, si je tourne ma tête complètement à gauche, eh bien, je vois du plastique et un revêtement de toit. Bon, là aujourd'hui on a de la chance parce que c'est quand même très lumineux, mais certaines personnes pourraient se sentir un petit peu à l'étroit à l'arrière, dû évidemment à la forme du véhicule. Bon, pas dramatique non plus, attention, ça dépend de chacun. Donc j'ai de la place pour les jambes, j'ai de la place pour la tête. Au milieu, il y a une prise USB-C, rien d'autre, pas de rangement par exemple. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la lumière du plafonnier, elle est située juste après le toit panneau, donc elle n'est pas à l'arrière, à l'autre bout du monde, et on n'aura pas besoin de la chercher. Et ce que j'aime aussi ici, ce sont des petits crochets pour, par exemple, accrocher bien un cintre ou un petit truc, parce que, contrairement à l'avant, ici, il n'y a pas de poignée, et encore moins donc de crochet pour accrocher quelque chose, un vêtement typiquement, et il n'y a pas non plus d'accoudoir central, mais évidemment, il y a les fixations Isofix pour mettre par exemple un siège enfant. Je vous propose maintenant qu'on passe au coffre. Dans cette configuration, le volume du coffre il est de 388 litres. Il y a triangle, gilet et compresseur en dessous, juste ici. Et puis, vous pouvez évidemment rabattre la banquette arrière. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est très facile, très simple et surtout très rapide. Et petit détail très intéressant, c'est que lorsque vous la rabattez, les ceintures sur les côtés ne se coincent pas. Alors oui, c'est du détail, mais c'est très pratique. Le haillon est motorisé, vous allez le voir dans un instant, et il y a également, juste ici, un gros caisson de basse JBL, puisque le système audio est signé JBL. Et je vous propose maintenant qu'on passe au roulage. Alors on va prendre le dos d'âne à 20 km/h. Rien à dire. Les suspensions font bien leur travail. Et c'est surtout dans ce genre d'environnement urbain où l'on va vraiment profiter pleinement du système hybride, puisqu'on sera majoritairement en tout électrique. Donc, dans un environnement plutôt calme, sans bruit, sans vibration. On profite ici vraiment de l'insonorisation, mais vous allez voir que dès qu'on sera sur un autre type de route, ce sera pas forcément la même chose, ou plus forcément la même chose. Au niveau de la prise en main du volant, comme ceci, moi j'aime beaucoup. Là, on va passer de 50 km/h à 90. Le moteur thermique va donc se mettre en marche et vous allez voir qu'il est plutôt sonore. Et je suis pas à fond. On met le régulateur de vitesse adaptatif avec le maintien dans la voie. Ce sera reposant sur long trajet. Il est indiqué LTA, donc le maintien de ligne bientôt indisponible, reprendre le volant. Aucune action conducteur, tenir le volant. Et automatiquement, voilà, le régulateur de vitesse se désactive.
Également, il y a une alerte sonore dès qu'on dépasse d'1 ou 2 km/h la vitesse maximale autorisée. Voilà un petit peu l'éclairage d'ambiance. Je vais pas dire de nuit, je dirais plutôt sous un tunnel. On arrive ici sur une zone de travaux et vous allez voir que ça a son importance au niveau de la vitesse, puisque là donc on est limité à 90 km/h. Ça va être ensuite 70 et puis une fois que le panneau 70 sera barré, volontairement je vais écraser la pédale d'accélérateur pour vous montrer un petit peu comment ça réagit. Je vois au loin le panneau fin de 70 km/h. Le voilà juste là. Donc après ça, plein gaz. Et c'est parti. Allez, 100 km/h et de nouveau plein gaz. Voilà. Alors oui, c'est bruyant, il s'agit d'un variateur. L'autoroute n'est clairement pas son terrain de jeu préféré. Ça reste de l'urbain ou du périurbain pour profiter et de l'économie d'énergie et donc de consommation. Pour autant, avec un CHR, on peut descendre facilement en dessous de 5 litres. J'ai roulé dans un CHR pendant 6 mois et j'étais même en dessous de 4 litres en adoptant une éco-conduite. Alors si celui-ci est encore plus léger que son prédécesseur, et bien logiquement on pourra faire pareil, voire mieux. Il est important, si un hybride de chez Toyota vous intéresse, vraiment de faire un essai, puisque ce n'est pas un véhicule que l'on roule comme d'autres. Ça s'apprend, on sera plus sur de l'éco-conduite que de rouler à fond tout le temps. C'est pas du tout la philosophie, même si ça peut le faire très bien. Mais il y a certaines choses à apprendre. Alors certains vont être gênés par le bruit de la boîte, d'autres moins, voire pas du tout. C'est pour ça vraiment qu'il est indispensable de faire un essai pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et surtout, un essai en ville et sur autoroute, voire sur des routes à 90 ou 110 km/h, mais vraiment en mettant le pied dedans, en écrasant la pédale d'accélérateur pour vous faire votre propre avis. L'objectif de toute façon étant de consommer moins, toujours dans un véhicule fiable et au design atypique. Ou, dira-t-on chez Toyota, au design audacieux. Alors pour le coup, les différents modes, et notamment le mode sport, ont de vraies différences. La sensibilité à la pédale d'accélérateur sera vraiment différente, surtout en mode sport, je dirais. Démarrant à environ 32 000 €, ce CHR s'affiche jusqu'à 48 000 €. Il s'embourgeoise également par rapport à la première génération. Alors au niveau des différences, elles sont notables. Bon, évidemment, un petit peu le style, la possibilité d'autres motorisations qui n'existaient pas sur la première génération. L'interface beaucoup plus réactive. Au niveau du confort, rien à redire. Je dirais que les points à améliorer seraient, selon moi, la rétrovision, puisque la vitre arrière perd son essuie-glace, elle est beaucoup plus inclinée qu'avant. Et puis l'insonorisation, même si qui dit meilleure insonorisation dit plus de poids, donc une plus grande consommation qui peut descendre largement et facilement en dessous des 5 litres. Au jour d'aujourd'hui où l'essence coûte, en fonction des endroits, presque 2 € le litre, eh bien ça peut faire réfléchir, d'autant plus que je le rappelle quand même, Toyota est pionnier dans l'hybride puisqu'il développe ça depuis 1997 et c'est aussi l'une, si ce n'est la marque automobile la plus fiable qui existe sur le marché. Donc je dirais que quand on achète un CHR ou n'importe quel hybride chez Toyota, eh bien on sait qu'on va la garder un certain temps. Et c'est pas pour rien non plus que lorsque je prends par exemple un Uber ou un taxi, eh bien je pense que 95%, voire même peut-être un peu plus des taxis sont tous sans exception en Toyota. Consomme peu, fiable, qu'est-ce que vous voulez de plus? Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si cet essai vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager, à le liker. Il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement Hélène de Toyota Belux, sans oublier Susanna pour la mise à disposition du véhicule ici chez Toyota Bertrange, qui fait partie du groupe Car Avenue. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!